C'est glacial. Franchement, j'en ai encore la chair de poule en y repensant. Ah ouais, le mot est faible. C'est carrément viscéral. Sérieusement, que l'on s'y plonge en format poche ou qu'on l'écoute en livre audio, Le Roi de fer de Maurice Druon, ça prend littéralement à la gorge. C'est une plongée terrifiante dans la paranoïa du pouvoir et dans la cruauté humaine la plus pure. Exactement, c'est étouffant. On suit ce monarque de glace, Philippe le Bel, et on est balancé direct en plein cœur du XIVe siècle, au moment exact où il s'apprête à broyer la plus grande puissance financière de l'époque. L'ordre des Templiers. Voilà. Et le paradoxe est dingue. Le gars est le souverain le plus absolu d'Europe, et pourtant il va pulvériser sa propre dynastie en pensant la rendre immortelle. C'est complètement fou, non? Surtout quand on réalise les enjeux à ce moment-là. En voulant tout verrouiller, en voulant centraliser son État, il déclenche une réaction en chaîne qui va noyer le pays dans le sang pour des générations. Parce que, et c'est là que le génie de l'histoire frappe très fort, la France de l'époque, c'est pas juste des châteaux forts et des chevaliers qui font des tournois, hein. Pas du tout. C'est la naissance de l'État moderne. L'administration, les impôts, la bureaucratie froide et calculatrice. Et tout ça, ça coûte une fortune. Et les caisses sont vides, totalement à sec. C'est le nerf de la guerre. Le roi a besoin de liquidités de toute urgence. Et les Templiers, eux, ils sont assis sur une montagne d'or. Ce sont les banquiers intouchables de l'Europe, un véritable État dans l'État. Du coup, il ne va pas juste leur emprunter de l'argent ou les taxer, il va les anéantir purement et simplement. Méthodiquement, avec une brutalité institutionnelle effarante. On parle de procès truqués, d'aveux extorqués sous la torture par l'Inquisition, de rafles organisées en secret. Jusqu'à cette fameuse scène, le climax absolu, le 19 mars 1314. Le jour de l'exécution de Jacques de Molay, le grand maître des Templiers. Brûlé vif sur l'île aux Juifs à Paris. Quand on écoute ou qu'on lit ce passage, la tension est insoutenable. Il est là, dévoré par les flammes, et il hurle cette malédiction. Une malédiction nominative et terrifiante. Il assigne le pape Clément V, le conseiller Guillaume de Nogaret et le roi Philippe le Bel à comparaître devant le tribunal de Dieu avant un an. En les maudissant jusqu'à la 13e génération. C'est le point de bascule de tout le récit. L'étincelle qui met le feu aux poudres. Et le pire, c'est que ça se réalise. Enfin, historiquement parlant, c'est ça qui donne froid dans le dos. Le pape meurt un mois plus tard. D'étouffement, oui. Une agonie brutale. Et Philippe le Bel, ce colosse de fer qui semblait invincible, meurt d'une congestion foudroyante à l'automne de la même année. La synchronicité de ces événements est vertigineuse. C'est ce qui donne au texte son aura presque mystique. La réalité vient percuter la légende avec une force inouïe. C'est fou de se dire que la véritable histoire dépasse la fiction à ce point. Absolument. Et l'auteur s'en sert comme d'un véritable architecte. Cette malédiction, c'est le fil roux de toutes les trahisons, de tous les meurtres qui vont suivre. Ce qui m'amène à un truc énorme. C'est pas pour rien que George R.R. Martin a carrément dit que c'était le Game of Thrones original. Ah oui, il l'a clamé haut et fort. Et il a raison, hein. Les Lannister et les Stark. Franchement, c'est de la rigolade à côté des Capétiens. Totalement. Parce qu'au cœur de la cour de France, on a des complots d'une noirceur absolue. Je pense évidemment à l'affaire de la tour de Nesle. Le scandale des scandales. Un séisme politique. On a Isabelle de France, la fille du roi qui est mariée en Angleterre. Elle est misérable là-bas parce que son mari l'ignore et préfère la compagnie de ses favoris masculins. Elle rentre en France avec une rancœur immense et une soif de vengeance terrible. Et elle découvre quoi? Que ses propres belles-sœurs trompent allègrement leurs maris qui sont les futurs rois de France. Rien que ça. Avec 2 jeunes chevaliers. Les frères Dounet. Ouais, et Isabelle ne va pas juste faire un drame de famille en privé, elle va s'allier avec le personnage le plus charismatique et brutal de l'histoire, le géant colérique Robert d'Artois. Ce duo est machiavélique au possible. Parce que Robert, lui, il s'en moque complètement de la fidélité conjugale des princesses. Complètement. Lui, il a un agenda très précis. Tout ce qu'il veut, c'est récupérer son comté d'Artois, un territoire immense qui lui a été volé, selon lui, par sa tante. L'effroyable et fascinante Mao d'Artois. Exactement. Et comme Mao se trouve être la mère de 2 des princesses adultères et la tante de la 3e, le calcul est vite fait. Détruire les princesses, c'est détruire Mao politiquement à la cour de France. C'est un jeu d'échecs mortel.
mais avec de la chair et du sang. La violence des représailles royales est franchement, c'est dur à encaisser tellement c'est viscéral. Les châtiments sont d'une sauvagerie rare. Les fers donnés sont écorchés vifs, émasculés, puis décapités sur la place publique à Pontoise. C'est la terreur d'Étal en toute sa splendeur. Parce que l'enjeu, c'est pas la morale religieuse, c'est la légitimité de la lignée. Si on doute une seconde de la paternité des futurs rois, c'est tout l'édifice monarchique de droit divin qui s'effondre. C'est la survie même du royaume qui est en jeu. Et c'est exactement ce que le récit réussit à capturer. Cette imbrication constante, étouffante, entre les haines intimes et les séismes géopolitiques. Ce qui rend le truc si digeste, si passionnant, c'est qu'on a quand même des moments de respiration. Le texte ne fait pas que du cynisme politique brut. Non, heureusement. Il y a beaucoup d'humanité pour contrebalancer tout ça. Je pense à l'histoire du jeune banquier lombard Guccio, avec la petite noble de province sans le sou, le mari de Cresset. C'est une bouffée d'oxygène indispensable. Ça donne une échelle à hauteur d'homme face à cette grande machinerie institutionnelle qui broie tout sur son passage. L'auteur comprenait parfaitement cette nécessité d'alterner les rythmes. En même temps, l'homme derrière la plume a eu 1000 vies. Résistant, auteur du chant des partisans, ministre, académicien, il savait pertinemment comment le pouvoir corrompt et détruit les individus. Et c'est cette connaissance charnelle, vécue, de l'héroïsme et de la trahison d'État qui rend les dialogues si tranchants. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès phénoménal de la fameuse adaptation télé de 1972. Ah, ce chef-d'œuvre de l'ORTF. Une vraie claque visuelle pour l'époque. Un minimalisme totalement assumé. Pas de grands décors grandiloquents ou de milliers de figurants en armure. Juste des fonds noirs, des jeux d'ombre, des costumes aux couleurs primaires éclatantes, et tout repose sur la joute verbale. Jean-Pierre en Robert d'Artois, c'est un ogre magnifique. Tonitruant, habillé de rouge sang. Et face à lui, Hélène Duc en Maud d'Artois, avec son intelligence froide. La confrontation de ces deux fauves, c'est du grand art. Ça a même provoqué une énorme controverse à l'époque, tellement la noirceur psychologique était insoutenable pour le public. Pas besoin d'effets spéciaux ou d'hémoglobine à l'écran, les mots et les regards suffisaient à terrifier la France entière. Ce qui prouve bien la puissance intemporelle de cette histoire. Et c'est pour ça que ça résonne avec autant de force aujourd'hui. On regarde notre monde actuel, nos systèmes politiques, et on voit les mêmes mécanismes à l'œuvre. La fragilité extrême du pouvoir, même quand il paraît inébranlable. Voilà. On a un État hyper puissant, capable de détruire une multinationale religieuse et financière comme l'Ordre du Temple. Et pourtant, cette même machine d'État finit par s'enrayer de l'intérieur. À cause de la jalousie d'une reine ignorée, de l'orgueil implacable d'un roi et de la cupidité d'un noble frustré. C'est la misère de la condition humaine qui fait dérailler la grande histoire. Ces faiblesses intimes provoquent des tsunamis. Les magouilles de la tour de Nesle pavent littéralement la voie au massacre des décennies suivantes et allument le brasier de la guerre de 100 ans. La dynastie la plus solide d'Europe, ruinée de l'intérieur par ses propres passions destructrices. Franchement, ça laisse songeur. Surtout quand on repense à cette fameuse scène fondatrice, la malédiction hurlée depuis le bûcher. Le climax dramatique dont on parlait. Et si, et c'est la pensée qui m'obsède depuis que j'ai fini de revivre cette histoire, et si cette malédiction si parfaite, si théâtrale, avait été en grande partie amplifiée par l'imaginaire collectif des siècles plus tard? C'est une réflexion fascinante. Parce que ça pose une vraie question sur nous, sur notre rapport au chaos. Est-ce qu'on a tellement de mal à accepter qu'un système tout-puissant puisse s'effondrer tout seul, rongé par sa propre incompétence et sa corruption? On a peut-être besoin d'y voir l'intervention d'une force mystique. On préfère l'inventer une malédiction divine plutôt que d'admettre la médiocrité vertigineuse de nos dirigeants. Exactement. Est-ce qu'on embellit le désastre avec des mythes flamboyants juste pour se rassurer face à l'absurdité de nos propres échecs humains? Ça remet en perspective tout ce qu'on croit savoir sur les grandes chutes d'empire. Ça change tout. Et franchement, pour comprendre comment ce chaos phénoménal s'est réellement orchestré après la mort du roi de fer, il faut absolument s'immerger dans la suite. La mécanique implacable ne fait que commencer et c'est un voyage dont on ne ressort pas indemne. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo.
Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.